déjà, je m'appelle Chloé Chetla. Bon, je suis urbaniste, mais on en parlera après. Je ne suis pas urbaniste au sens dont on pourrait l'entendre, urbaniste architecte. Je travaille dans l'aménagement, mais plutôt sur le volet opérationnel en tant qu'aménageur. Mais je vous présenterai un petit peu les différents métiers de l'urbanisme à un moment donné qui permettra de me positionner là-dedans. L'idée, donc, c'était d'aborder, entre autres, la loi montagne, c'est quoi ? Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas une spécialiste ni une juriste de la loi montagne, donc on ne va pas aller forcément dans le détail de façon générale et en quoi l'urbanisme en montagne peut avoir ses spécificités, tant dans l'histoire de l'aménagement de la montagne qu'aujourd'hui les enjeux auxquels on va devoir faire face. Du coup, deux petits mots quand même sur l'urbanisme avant, la façon que moi je définirais. Alors bon, pareil, il y a plein de personnes et de spécialistes qui pourraient en parler mieux que moi, mais je trouve assez intéressant quand même d'en donner un peu ma vision. Déjà, c'est une discipline qui est assez complexe et systémique, c'est-à-dire que souvent on assimile ça, l'urbanisme, c'est du réseau, du VRD, de la construction. Alors que l'urbanisme, c'est vraiment tout un champ d'intervention et de thématiques et de disciplines entrecroisées sur lesquelles il va falloir travailler. C'est autant travailler sur la politique de l'habitat, sur l'économie, sur le tourisme, sur les mobilités, sur le patrimoine, l'économie, je ne sais pas si j'ai déjà dit. En tous les cas, c'est comment tous ces thèmes-là s'entrecroisent et on arrive à travailler des politiques thématiques vers une politique globale qui réponde aux enjeux de tous ces thèmes. La ville aussi, d'une façon générale, c'est intéressant de la voir non pas comme un objet qui se déploie en fonction de on a besoin de ça, on fait ça. Pour moi, c'est vraiment, et souvent on le compare, on fait un peu la métaphore avec le corps humain. La ville, par exemple, on parle du cœur de ville, on parle du poumon vert, du centre névralgique. Pour parler des autoroutes, c'est les artères. Donc ça montre que voilà, la ville, c'est tout un ensemble en fait, de fonctions qui coexistent et qui doivent vraiment être pensées comme un tout et non pas d'une façon dispatchée. Et sur des territoires comme la montagne, puisque l'idée c'est quand même d'en faire un peu le lien, on se rend compte que, et d'ailleurs dans les thématiques que je n'ai pas évoquées mais qui sont quand même prépondérantes, c'est l'environnement. Et on sent bien qu'on est confronté presque plus qu'ailleurs à toutes ces thématiques-là et à l'enjeu de les faire s'entrecroiser entre elles. Alors je reprends mon petit... L'urbanisme, c'est aussi une interaction d'acteurs, donc autant on va avoir donc, la sphère politique, mais c'est aussi tout le monde institutionnel qui est là-dessus, ça va être donc de la collectivité ou d'interco à l'État, à tout ça. Ça va être la société civile à travers les sociopros, à travers la population. Et c'est vraiment tout ce réseau-là qui fait ville, qui fait urbanisme, avec qui il faut bosser. Et dans les territoires de la montagne, encore une fois, parce qu'il faut y revenir, il y a vraiment une multiplicité qu'on trouve quand même d'une façon très spécifique, qu'on trouve comme nulle part ailleurs, je trouve. Et puis, enfin, d'une montagne à l'autre, on n'a pas les mêmes enjeux. La Tarentaise, c'est pas pareil que plein d'autres massifs. Et moi, en tant qu'habitante de la montagne depuis peu, finalement, je suis là que depuis 5 ans. Avant, j'étais en ville. Donc, j'observe un peu cette identité montagnarde et particulièrement là, j'ai l'impression, en tous les cas, c'est cette multiplicité de facettes de la montagne. C'est-à-dire qu'ici, on est à Bourg-Saint-Maurice-Centre, Bourg, on va dire. On a un côté quand même un peu d'urbanité, et tant bien même, on en parlait tout à l'heure, personne n'a envie de dire qu'on est forcément une ville. Le terme urbain, d'ailleurs, fait assez peur. Mais on est quand même sur une petite ville moyenne. Mais et avec ça, on a les stations, qui sont aussi, encore une fois, une forme intégrée, une forme urbaine, une forme d'urbanisme qui est liée directement au centre urbain, mais qui a aussi sa spécificité. Et puis, il y a aussi tous les villages. Après, on a aussi qui, eux aussi, ont des disparités, des histoires, un patrimoine et un lien avec le centre-bourg. Et puis, tout le monde agricole, naturel, forestier, etc. Donc, ce panorama-là, cette coexistence de toutes ces dynamiques, il
hyper enrichissante, hyper intéressante, mais hyper complexe parce que finalement, il faut y trouver les liens et il faut mener une politique qui réponde à tout le monde et pour lesquels parfois il y a des enjeux qui sont un peu complexes et contradictoires les uns avec les autres. Donc je trouvais assez intéressant quand même de vous dire ça et que pour en finir un peu avec ces définitions et cette notion d'urbanisme, c'est de voir qu'en fait il y a différentes strates dans l'urbanisme. Déjà, l'urbanisme, c'est avant tout l'observation, c'est-à-dire c'est des gens qui sont là pour faire des études, pour comprendre le fonctionnement de la ville sur ces différents thèmes dont je vous parle. Qui c'est qui habite, comment on y habite, comment on se déplace, la nature, comment elle se fait, etc. Et donc du coup, c'est avoir un peu tout ce panel d'informations assez factuelles, quantitatifs, mais qui permettent de mettre à un moment donné un point zéro et de définir après des scénarios et des projections pour l'avenir. Et ensuite, on passe à la seconde strate, c'est la strate plutôt stratégique. On appelle ça, dans l'urbanisme, c'est la planification urbaine. Donc c'est là où on va définir la grande stratégie, la grande feuille de route qu'on va se donner, les grands enjeux. Les enjeux, en fait, on les décide, on les choisit, même si ils s'imposent d'une certaine façon avec des données factuelles, mais à un moment donné, la façon dont on les formule, ça reste quand même un choix stratégique. Et puis, après, la façon dont on souhaite y répondre, c'est tout le plan d'action qui en découle. Et donc là-dessus, dans l'urbanisme, on va avoir les fameux documents d'urbanisme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a le SCOT, par exemple, c'est le schéma de cohérence d'orientation territoriale, donc qui se fait à une échelle assez large de plusieurs intercommunalités. Donc en l'occurrence ici, c'est l'APTV, l'Assemblée des pays de Tarentaise et de la Vanoise, donc, qui concerne la Haute-Tarentaise, la Tarentaise et aussi toute la vallée des Belleville. Donc là, par exemple, c'est un gros document qui va donner une politique générale d'urbanisme, donc sur le volet économique, habitat touristique, mobilité, et qui va donner des grandes orientations, voire même des objectifs quantitatifs, à dire vous devez construire au minimum tant, vous ne pourrez pas construire tant, vous pouvez développer de l'économie, mais sur tel territoire, à tel endroit. Donc voilà, c'est quand même un vrai document cadre qui s'impose à nous. Et après, derrière, il y a d'autres documents, le fameux PLU, qu'on connaît un peu plus parce que c'est un peu local, c'est le plan local d'urbanisme, donc, dans lequel la commune, cette fois, va poser ses enjeux, ses orientations pour le développement de sa ville. D'ailleurs, les PLU sont de plus en plus engageants et dans lesquels il s'impose à travers les textes législatifs de répondre aussi à des enjeux jeu, notamment environnementaux, qui font que finalement, les orientations, on a un champ, une marge de manœuvre qui est de plus en plus réduite sur ce qu'on peut faire et pas faire. Pour autant, moi j'estime en tous les cas que ça va dans le bon sens, mais ça complexifie et ça oblige à un moment donné de faire des choix qui ne sont pas les plus simples. On en reviendra après. Et puis, donc ces PLU, c'est vraiment l'outil qui se traduit à la fin par le réglementaire, donc le fameux zonage, où on va dire ce qui est constructible, ce qui n'est pas constructible, à quelle densité, etc. Mais ça, vraiment, c'est un aboutissement de toute une réflexion amont qui est intéressante d'avoir et que ça ne vient pas du jour au lendemain je décide de construire ici parce que j'ai envie et plutôt que là-bas. En fait, ça doit vraiment répondre à une stratégie d'ensemble. Et ensuite, il y a l'urbanisme opérationnel où là, une fois qu'on a un peu ce cadre, c'est les projets d'aménagement, les projets d'équipement public, les projets de construction et les chantiers aussi de particuliers. Et tout ça aussi, c'est tout un pan de l'urbanisme qui est régi où il y a beaucoup d'outils pour favoriser, pour impulser, par exemple sur l'habitat, pour pousser à faire du développement de logements sociaux, pour pousser à la densification, etc. Les outils de maîtrise foncière aussi, qui sont importants justement à avoir entre les mains et à saisir pour pouvoir après mettre en œuvre la politique qu'on a définie avant. Voilà, donc si je m'arrête un peu sur tout ça, c'est que je pense que c'est quand même une vision de l'urbanisme qui est assez complexe, encore une fois, et qui est intéressant d'avoir pour se dire que c'est pas l'aménagement, et en l'occurrence de la montagne, entre guillemets, c'est pas simple. Surtout que, et là je vais revenir un petit peu en arrière, sur l'aménagement de la montagne, c'est vrai que c'est quand même issu d'une politique d'aménagement très interventionniste de l'État.
Donc, sans revenir sur tout l'historique des stations, etc., mais il faut quand même se dire que ce développement de la montagne, il est né à un moment donné, en tout cas tel qu'on l'a connu dans ces stations, il est arrivé à un moment où on a décrété qu'il y avait un besoin national de répondre à des enjeux qui soient déjà pour de l'après-guerre notamment, pour faire venir les touristes et leur donner en tout cas une montagne récréative pour pouvoir profiter et passer leurs vacances. Aussi faire venir la clientèle étrangère pour récupérer des devises qui n'étaient pas rien à l'époque. Et puis aussi dans une logique de dire qu'il y avait quand même un exode rural de plus en plus importante à cette époque qui faisait qu'il y avait une désertification des montagnes. Et l'idée, c'était de maintenir les montagnards chez eux. Donc l'État est arrivé quand même, il faut le dire, avec ses gros sabots, et on peut s'en réjouir d'une certaine façon parce qu'il a mis les moyens sous un modèle d'équipement très, très dur et très hard, il faut le dire, pour aménager, construire, équiper toutes ces montagnes qui était quand même un terrain très hostile à l'époque, il faut le savoir, qui n'était pas accessible, voilà. Et surtout qui est venu travailler, en tous les cas dans notre vallée à nous, sur des territoires qui étaient jusqu'à présent totalement inaccessibles. Donc le fameux plan neige qui est arrivé, c'était en 1967, est vraiment venu avec cette ambition-là et a fait germer ce modèle de station intégrée qui repose du coup sur un État très fort, qui a une grosse maîtrise, et puis derrière aussi quand même un travail avec des privés, donc des promoteurs uniques, et qui a fondé tout un modèle économique sur le développement de la résidence secondaire. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut se le dire, l'État interventionniste, volontarisme, forcément ça a créé des crispations au niveau local puisque finalement il avait complètement la mainmise sur l'aménagement de nos montagnes. Et donc justement, c'est là où on peut en venir à cette fameuse loi montagne, donc, qui date de 85, mais avant même cette loi, c'était en 77. Il y a la directive montagne, la directive montagne, qui a été un peu, qui faisait état justement du fait qu'il fallait plus intégrer les collectivités et les locaux dans les décisions du développement de leur territoire, d'une part, et puis aussi voir arriver ce développement touristique qui venait quand même coloniser une partie de nos territoires et comment on en vient à maîtriser, surtout par rapport aux enjeux environnementaux qui commençaient déjà un petit peu à intervenir, et puis aussi un monde de l'agriculture qui se faisait un peu spolier ces terrains, sachant qu'en parallèle, l'agriculture commençait aussi à être revalorisée. On a vu apparaître notamment l'appellation Beaufort qui est née dans ces eaux-là. Donc il y avait aussi un besoin de rééquilibrer cette colonisation par le tourisme des montagnes. Donc la directive, ça a été un premier petite étape, mais la vraie loi qui a fait naître ça, c'est celle qui est intervenue en 85 et donc vraiment qui a été un peu un acte fondateur justement pour prendre en compte l'identité et la spécificité de la montagne. Et ça, c'est assez particulier par rapport à toutes les lois qu'on peut avoir, parce que finalement une loi, c'est une loi de droit commun, ça s'applique à tout le territoire. La loi montagne, c'est la seule loi avec la loi littorale qui est arrivée après, qui s'applique juste à la montagne. Et du coup, qui considère que l'identité et les spécificités de la montagne nécessitent que certaines lois doivent être adaptées spécifiquement à ce territoire-là. Et qui plus est, cette loi qui est arrivée en 85, elle est arrivée dans les mêmes temps où on était dans une époque on appelle ça la décentralisation, parce que de toute façon, la France était gouvernée d'une façon très centralisée jusque dans les années 80 et à un moment donné, l'État a transféré une partie de ses compétences à des collectivités locales, les mairies, les départements, les régions. Et donc c'est dans ce contexte que la loi montagne est aussi apparue, où les collectivités ont pu aussi reprendre un peu la main sur leur développement. Donc ça, c'est un peu les grandes choses. Et puis cette loi montagne, effectivement, qui avait quand même des ambitions environnementales et protectrices qui continuaient à être un peu plus abouties.
Dans les grandes lois aussi qui ont impacté un peu la montagne, je note juste une loi, c'est la loi SRU, donc Solidarité Renouvellement Urbain. On en parle souvent par rapport à la ville, mais c'est vrai que ça a été une des premières lois qui a commencé à mettre en évidence l'intérêt du renouvellement urbain. Le renouvellement urbain, c'est quoi? C'est régénérer la ville sur elle-même, arrêter du coup de construire, c'est contre les phénomènes d'étalement urbain, c'est plutôt de dire reconstruisons la ville sur les friches, sur les dents creuses, et non plus allons grignoter des terres et des terres agricoles. Et c'est vrai que cette loi-là, même si elle n'était pas spécifique encore une fois à la montagne, elle avait aussi cette notion de faire prendre conscience qu'il faut arrêter cette fuite en avant des constructions ex nihilo, ou en tout cas qui grignotaient toutes les montagnes, mais qu'il fallait aussi s'interroger sur la requalification de son patrimoine existant. Bon, cette loi date de 2000. Ça n'a pas empêché que pour autant, entre 2000 et aujourd'hui, cette fuite en avant, elle a quand même continué et progressé de façon assez vertigineuse jusqu'à encore beaucoup d'années. Alors il y a la fameuse loi Montagne 2 qui est arrivée donc en 2016, qui elle avait quand même déjà à réaffirmer ce principe d'adoption des politiques locales justement aux spécificités de la montagne. C'est-à-dire que, encore une fois, alors honnêtement, je n'ai pas tout le détail, je vous inviterai à vous regarder tout ce qui a été mis dans cette loi, mais il y a sur certains points spécifiques, il est entre guillemets autorisé sur la montagne, ou en tous les cas mis en place des politiques publiques spécifiques pour pouvoir répondre aux enjeux, que ce soit sur la carte scolaire, sur les médecines, sur la médecine par exemple, il y a des choses qui sont dites, sur l'urbanisation. En gros, on ne peut pas construire en discontinuité des zones existantes, sauf dans les cas des hameaux s'il y a vraiment une compatibilité au niveau paysagère agricole, mais sinon il faut rester sur des choses très en continu de la trame urbaine. Il y a eu aussi dans cette loi un volet quand même qui est intéressant, c'est surtout les travailleurs saisonniers, qui était quand même le grand absent de beaucoup pas des politiques, mais en tous les cas des législations. Pardon. Et là, justement, il s'est imposé aux collectivités de faire une convention entre l'État et les collectivités pour déjà quantifier le besoin de travailleurs saisonniers, et puis mettre en place un vrai plan d'action qui réponde à cette problématique-là, parce que c'est souvent les grands oubliés d'ailleurs de toutes ces constructions, et dans un modèle qui fonctionne autour du tourisme, c'est quand même la clé de voûte qu'il ne faut pas négliger. Et on a, comme dit un de mes collègues, on a les saisonniers qu'on mérite. Donc à un moment donné, si on veut que cette force vive, elle vienne, il faut aussi qu'on leur offre des conditions d'hébergement décentes. Donc là-dessus, au moins, ça a eu le mérite de poser un peu des jalons et de dire il y a une vraie politique, vous les collectivités, à faire quelque chose. Et puis la notion aussi de la réhabilitation de l'immobilier de tourisme, qui aujourd'hui est devenu le maître mot finalement, fini les constructions neuves. Alors c'est pas dit comme ça, mais en gros tout ce qui est la défiscalisation des logements neufs est abrogé au profit plutôt d'une fiscalité avantageuse pour rénover, requalifier et remettre sur le marché le logement touristique. Donc encore une fois, ce que propose la loi, et c'est souvent dans ces lois-là, ça reste des grands objectifs, ça reste des outils qui sont sur le papier, sont peut-être intéressants. Là, en l'occurrence, en tout cas pour l'enjeu de la réhabilitation de l'immobilier touristique, ça reste, on va dire, une petite goutte d'eau dans la mer au vu des enjeux et de la complexité en fait, du thème, parce que ça fait quand même des décennies que ce problème-là est mis sur la table et qu'aujourd'hui, personne n'a de solution toute faite à proposer. Donc, c'est encore un grand chantier, mais au moins, ça a le mérite d'être posé et d'être dit dans la loi que voilà. Et une autre loi, et là qui est toute récente, et pareil, je n'ai pas du tout la prétention de la maîtriser, mais qu'il va falloir en tous les cas scruter de près pour nous
urbanistes ou tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans l'urbanisme, c'est la loi climat et résilience, donc, qui a été adoptée cette année en août 2021 et qui fait quand même le maître mot, dans tous les cas de cette loi, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols. Et pourquoi il faut la scruter de près, c'est qu'en fait, donc partant du constat qu'il faut, de l'objectif de réduire à 40% ses consommations, son bilan carbone, il faut trouver des solutions et l'artificialisation des sols reste un problème inhérent justement dans notre mode de développement. Donc, il faut arriver à diminuer par 2 d'ici 2030 le rythme de construction et le rythme d'artificialisation des sols. Donc ça veut dire que, alors c'est là où c'est encore ambigu, il faut voir de quelle année ils prennent, peut-être qu'il s'est dit que je ne le maîtrise pas encore, mais en tous les cas, il faut se dire qu'il va falloir qu'on artificialise 2 fois moins d'ici 2030. Donc ça veut dire toute la capacité de construction en fait, de nos territoires va être revue et regardée à travers ce prisme-là, de se dire, bon, ok, ces dernières années, on a eu tel rythme de construction et d'artificialisation. Ça veut dire que d'ici 2030, il va falloir le diviser par 2. Donc, ça a un impact quand même qui n'est pas anodin sur nos perspectives de développement d'une part. Sachant qu'avec ça, il y a aussi l'objectif, la trajectoire ZAN, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le fameux zéro artificialisation nette, avec un objectif 2050. Ça veut dire qu'en objectif 2050, on n'artificialise plus rien. Voilà. On ne peut plus se développer et on reste en fait sur une construction de la ville sur elle-même. Donc après, la ville sur elle-même, il y a toujours, comme je vous disais, des dents creuses, des choses à rénover, à réemployer, à densifier. Mais ça pose sérieusement quand même ces questions de comment on se développe. Parce qu'on a quand même toujours cette vision et cette envie d'aller de l'avant et de se développer et d'évoluer, de grandir, de grossir. Et je vais y venir en conclusion sur peut-être les enjeux que je vois de demain sur cette montagne, mais c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné véritablement arbitrer sur qu'est-ce qu'on permet, pour quelle fonction, pour quel type de bien, et on permet aujourd'hui l'artificialisation des sols puisqu'elle va être hyper réduite et réglementée. Et surtout, comment on se donne les moyens de remettre en état, de réhabiliter, de régénérer en fait notre ville, parce que quand on scrute un peu partout, on voit qu'il y a des choses qui sont en complète déshérence, où il y a des immeubles qui sont des vrais passoires thermiques, du coup, qui sont en train de se casser un peu la figure, et que en fait, jusqu'à présent, on pouvait facilement tourner les yeux et aller construire à côté. Non, maintenant, en fait, ça nous met un peu les mains dans le guidon à dire ces problèmes-là, il faut les prendre à bras le corps. Donc, je vois le temps qui tourne, et donc ma petite conclusion là-dessus. Donc, si moi je vois un peu les grands enjeux, en tous les cas, de demain sur lesquels il va falloir se projeter, déjà, c'est que ces territoires de montagne, c'est des territoires où on est quand même, on en entend beaucoup parler, mais aux premières loges de ce fameux changement climatique. Bon, déjà, la neige, le sujet neige est quand même au cœur des préoccupations. On voit bien que nous, on a encore, entre guillemets, un peu de la chance dans nos territoires de haute montagne, parce que elle sera encore là pendant un certain moment, mais il y a quand même un après qu'il va falloir aussi d'ores et déjà s'y préparer, ou en tous les cas le regarder droit devant et puis y poser quand même des solutions en face. Et puis après, c'est pas que la neige, c'est le climat, c'est les saisons, c'est la montagne qui bouge, c'est les risques, c'est la gestion des eaux de pluie, et puis c'est comment on construit pour justement moins être énergivore, comment on se déplace pour être le moins aussi consommateur de carburant, etc. Donc comment on vit, donc c'est revoir un peu tout ça. Et nous, vraiment, en fait, on est, même si des fois on se sent loin de tout ça, on subit moins la pollution, on subit moins des aléas climatiques que dans d'autres régions.
y a quand même pas mal de petits signaux qui nous disent « Ah, on est quand même les premiers concernés ». Et puis, on a aussi un gros pouvoir d'agir. Donc ça, on va venir après. Il y a la question du tourisme, et c'est aussi lié à ça. C'est qu'aujourd'hui, comme on l'a dit en introduction, comme je le disais en introduction, on a quand même un modèle économique qui est basé sur le tourisme de masse. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de tourisme vert. Après, le tourisme, ça reste quand même notre manne financière, il ne faut pas se le voiler. Et on a quand même tout un pan de notre population qui travaille dans ce domaine-là. Donc le but, c'est pas de le jeter et de dire on passe à autre chose, non, loin de là, mais c'est comment on retravaille cette notion de tourisme masse, un tourisme vert, c'est quoi un tourisme vert, et comment tous les acteurs du tourisme s'embarquent avec nous pour aller vers ce tourisme-là. Je ne viens pas là pour forcément poser des réponses, mais je dis qu'il y a vraiment ce changement-là et ces deux définitions-là à retravailler. Et puis, il y a la notion du travailler, se loger, vivre. C'est vrai que dans tout ce que j'ai dit, finalement, la montagne a beaucoup été aménagée pour les touristes et qu'en fait, et souvent même au détriment d'une population. Et en fait, on se rend compte même... D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un rejet à un moment donné des modèles de stations intégrées. C'était, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Et c'est vrai qu'un centre touristique aussi, ça vit parce qu'il y a des habitants, parce qu'il y a une vie, parce qu'il y a une identité, parce qu'il y a une vie culturelle, etc. Et la force vive de ces territoires-là aussi de montagne, c'est qu'il y a des gens qui veulent y vivre, il y a des gens qui veulent porter cette ambition, cette vision de la montagne, cette culture de la montagne. Et quelle que soit la population. Encore une fois, moi je suis arrivée il y a 5 ans, je ne suis pas une montagnarde d'origine, et c'est assez enrichissant de pouvoir travailler, discuter avec un montagnard d'origine qui lui va avoir une vision qu'on va partager ou pas partager, mais qui est très enrichissante. Et pareil, lui, ma vision que je lui ai apportée aussi. Donc la culture de la montagne, c'est aussi ça, c'est cette capacité à innover, c'est cette capacité à s'adapter, et c'est aussi cette capacité à faire mélanger quand même des populations, parce que c'est quand même aussi l'histoire de la montagne. Et l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse travailler à la montagne. Donc ça, c'est... Et alors, il y a le tourisme, certes, mais il n'y a pas que le tourisme. Et on voit bien qu'on ne pourra pas faire vivre tout le monde qu'avec le tourisme. Donc comment on diversifie ce travail, on le féminise un peu, on le donne accès aussi à différents types de populations, que ce soit des populations qui soient formées, d'autres qui soient moins formées, mais qui n'aillent pas systématiquement dans le tourisme par défaut, mais par choix, mais aussi par choix d'autres choses. Donc il y a aussi cet enjeu de travail et de formation de notre population à la montagne, et puis de pouvoir aussi maintenir les gens à pouvoir vivre à la montagne, parce qu'on est tous concernés par cette explosion des prix de l'immobilier ici. Aujourd'hui, on a plus de 15 500 € du mètre carré, et forcément, c'est des prix qui montrent bien qu'on ne peut plus accueillir tout le monde dans ces conditions-là. Donc il y a une vraie politique de l'habitat à avoir dans notre montagne pour pouvoir être plus accessible. Et enfin, je reviens sur cette identité de la montagne. On n'est pas urbain, on n'est pas des ruraux, on est des montagnards. Après, un montagnard d'un hameau, un montagnard du centre, un montagnard de station a aussi pas cette même vision-là, mais c'est cette richesse qui est hyper intéressante, et cette culture de la montagne qu'il faut vraiment qu'on valorise. Et cette culture de l'aménagement où finalement, je trouve que quand même avec un peu de recul, on s'en est beaucoup détaché, parce qu'on nous a imposé plein de choses, parce qu'il y avait le tourisme qui est venu grignoter, et que là, tout l'enjeu, c'est de pouvoir remobiliser les socioprofessionnels, la population et les politiques dans leur ensemble, parce qu'aussi les politiques, chacun, en fait, il y a un peu quand même des gardes-clochers jusqu'à présent. L'idée, c'est comment on fait un tout pour pouvoir développer cette culture de l'aménagement de la montagne et faire une ville qui ne soit pas une ville, mais qui soit une ville de la montagne. Voilà.